cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la 2e étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la 2e étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une 3e étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium.
Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches.
Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu, et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. En 2017, des astronomes ont repéré une étoile brillante qui se précipitait hors de la Voie lactée. Elle se déplaçait incroyablement vite, à une vitesse de 3 millions de km/h. C'est presque 4 fois plus rapide que l'orbite du Soleil autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut à notre étoile plus de 225 millions d'années pour effectuer un tour complet. Bref, revenons à notre étoile voyageuse. Le principal problème était qu'elle se déplaçait dans la direction inverse de la plupart des étoiles voyageant autour du centre de notre galaxie. Encore plus étrange, elle était composée de matériaux totalement différents de ceux que l'on rencontre d'habitude. Les astronomes ont réussi à identifier sa composition. L'étoile était faite d'atomes lourds et métalliques, tandis que la plupart des autres étoiles sont composées d'éléments beaucoup plus légers. L'étoile vagabonde a reçu le nom de LP 40365. Elle se déplaçait si vite qu'elle est littéralement sortie de notre galaxie. Cela a conduit les scientifiques à penser que notre voyageuse spatiale avait été projetée hors de sa position par une sorte de catastrophe cosmique comme une supernova.
Une supernova est la plus grande explosion qui puisse se produire dans l'espace, l'explosion d'une étoile. Elle se produit après le début de changements irréversibles dans le noyau de l'étoile. Les supernovas peuvent se produire de deux façons, dans les systèmes d'étoiles binaires ou bien lorsqu'il y a une seule étoile. Les étoiles binaires sont deux étoiles qui orbitent autour du même centre. À un moment donné, l'une des étoiles, une naine blanche très dense, commence à dérober de la matière à sa partenaire. Après un certain temps, cette voleuse accumule trop de matière, ce qui la fait exploser en supernova. Il peut aussi s'agir d'une étoile unique qui arrive à la fin de sa vie et épuise son carburant. De plus en plus de masse s'écoule dans le noyau de l'étoile. À la fin, le noyau devient si lourd qu'il ne résiste plus à sa propre gravité. Après l'effondrement du noyau, une énorme quantité d'énergie est libérée dans une supernova. Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à comprendre comment une supernova a pu propulser LP 40 635. Il y a plus de questions que de réponses. S'agissait-il d'une étoile binaire qui a été projetée par l'onde de choc créée par une supernova? Ou était-ce un morceau de l'étoile qui a explosé? Une nouvelle étude, basée sur les données recueillies, a montré que l'étoile, qui est une naine blanche, continue de tourner lentement autour de son axe. Les astronomes sont presque sûrs que cela signifie que LP 40 365 n'est en fait qu'un morceau de débris spatial, et non une étoile à part entière. Ce morceau errant a en quelque sorte réussi à survivre à l'un des événements spatiaux les plus violents qui soient. Mais après avoir tiré une telle conclusion, les scientifiques ont réalisé quelque chose d'étonnant. Les caractéristiques inhabituelles de LP 40 365 auraient pu apparaître après que l'étoile ait été témoin d'une supernova. Même si cet événement s'est produit à la vitesse de l'éclair, la composition entière de l'étoile a été modifiée. La plupart des étoiles se composent principalement d'hélium et d'hydrogène, mais LP 40 365 est différente. Elle contient des éléments lourds comme le magnésium, l'oxygène et le néon. C'est sans doute la supernova qui a ajouté ces atomes à la composition de l'étoile. Au fait, les astronomes considèrent tous les éléments plus lourds que l'hélium comme des métaux. Cela signifie qu'après avoir été témoin de la supernova, LP 40 365 est devenu, pour ainsi dire, métallique. Pour l'instant, l'étoile n'a pas ses propres planètes, mais le Satellite Transiting Exoplanet Survey de la NASA, qui est à l'affût des planètes lointaines qui passent devant leur étoile haute et la rendent moins brillante, a remarqué une chose curieuse. LP 40 365 s'illumine puis s'assombrit à nouveau tous les 8,9 heures. Cela pourrait signifier que l'étoile pulse, même si les pulsations stellaires sont généralement beaucoup moins régulières. Une explication plus plausible est que la surface de l'étoile est irrégulière, et comme elle tourne, les taches solaires apparaissent et disparaissent de notre vue. Et c'est une excellente nouvelle, car une fois que les astronomes auront déterminé la vitesse de rotation de l'étoile, ils pourront comprendre ce qui lui est arrivé il y a environ 5 millions d'années, au moment de la supernova. L'exoplanète bleu vif HD 189733b semble paisible et étrangement familière. Ne ressemble-t-elle pas à la Terre? Mais cette apparence cache une nature terrifiante. Là-bas, les vents soufflent à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon latérale. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés ultra denses d'étoiles géantes. Elles émettent des rayons X ou des ondes radio. Mais en 2018, des astronomes ont découvert un étrange flux de lumière infrarouge. Il semblait provenir d'une étoile à neutrons située à 800 années-lumière de notre planète. La théorie la plus plausible est que ce signal a été produit par un disque de poussière entourant l'étoile, mais il n'y a pas assez de preuves pour confirmer cette hypothèse. Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle tourne autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de plus de 160 000 km/h, soit environ 60 000 km/h de plus que notre planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles une année de Mercure équivaut à 88 jours sur Terre. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus proche du Soleil. C'est pourquoi, si tu te tenais à sa surface lorsqu'elle se trouve au plus proche de notre étoile, le Soleil semblerait plus de 3 fois plus grand que sur Terre. Le pulsar de la Veuve Noire est une étoile à neutrons en rotation qui dévore sa partenaire, une étoile naine brune légère. Plus le pulsar consomme de matière, plus il tourne lentement. L'énergie que l'étoile à neutrons perd dans le processus force l'étoile partenaire à s'étioler. Il y a une sorte de pouponnière stellaire dans la constellation du Centaure, mais elle est tout sauf paisible et sûre. Elle est composée d'hydrogène et d'étoiles naissantes et se trouve dans une nébuleuse à environ 6500 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est un nuage géant de gaz et de poussière flottant dans l'espace.
L'énergie intense que les bébés étoiles émettent fait briller les nuages d'hydrogène d'un rouge inquiétant. Cette énergie est si puissante qu'elle ronge ces nuages sombres de poussière. Les astronomes peuvent les voir disparaître comme des morceaux de beurre sur une poêle chaude. L'exoplanète lointaine Gliese 436b, qui fait à peu près la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Oui, la glace est en train de brûler. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en seulement 2 jours. Cela signifie que l'exoplanète voyage très près de son étoile mère. Cela pourrait être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 427 degrés Celsius. Mais la chose la plus étrange, la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et cette glace reste solide malgré des températures aussi incroyablement élevées. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est 318 fois plus massive que la Terre. Elle est aussi 2,5 fois plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Mais voici un paradoxe. Si cette géante gazeuse devenait encore plus massive, elle deviendrait en fait plus petite. La masse supplémentaire rendrait la planète plus dense, et cela ferait en sorte qu'elle commencerait à se replier sur elle-même. Les astronomes affirment que Jupiter pourrait finir par être 4 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Mais en même temps, sa taille ne changerait pas. La galaxie DGSAT I est aussi grande que la Voie lactée, mais elle est presque invisible car ses étoiles sont réparties de façon incroyablement clairsemée. Mais ce qui rend cette galaxie si unique, c'est qu'elle est toute seule, contrairement aux autres galaxies de ce type qui se trouvent généralement regroupées en amas. Cela peut signifier que DGSAT I s'est formé à une époque différente, probablement 1 milliard d'années à peine après le Big Bang. Si cela est vérifié, la galaxie est un véritable fossile vivant. Hyperion, la lune de Neptune, est l'une des lunes à l'apparence la plus étrange du système solaire. Mais ce n'est même pas sa caractéristique la plus notable. Sa roche, ressemblant à de la pierre ponce, est marquée d'innombrables cratères. Et elle est aussi chargée d'électricité statique qui s'écoule dans l'espace. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Cérès est le corps spatial le plus massif de la ceinture d'astéroïdes située entre Jupiter et Mars. Il totalise presque un tiers de la masse totale de toute la ceinture. Mais en même temps, Cérès est la plus petite des planètes naines qui existent. C'est aussi la seule planète naine de la ceinture d'astéroïdes et également la seule qui se trouve dans le système solaire interne. Les astronomes qualifient parfois Jupiter d'étoile ratée. La géante gazeuse contient en effet beaucoup d'hélium et d'hydrogène, mais sa masse n'est pas suffisante pour lancer une réaction de fusion dans son noyau. Or, c'est exactement comme cela que les étoiles produisent de l'énergie. Elles fusionnent les atomes d'hydrogène sous une pression et une chaleur extrêmes et créent de l'hélium. Au cours de ce processus, elles libèrent aussi de la lumière et de la chaleur. Jupiter ne pourrait déclencher une réaction nucléaire et devenir une étoile que si sa masse était 70 fois supérieure à sa masse actuelle. L'espace est totalement et tristement silencieux. C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Or, les ondes sonores ont besoin d'un support pour voyager. C'est pourquoi les mondes avec une atmosphère, comme la Terre, sont pleins de bruit. Contrairement à leurs cousins supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros que des atomes. Mais même comme ça, un seul d'entre eux pourrait avoir la masse d'1 millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de micro-trous noirs pourraient avoir été créés juste après le Big Bang. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que quelques mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Chaque heure, le Soleil envoie plus d'énergie à la Terre que notre planète n'en utilise en un an. Mais même si les gens utilisent aujourd'hui beaucoup plus d'énergie solaire qu'il y a 10 ans, cela ne représente toujours que 0,7% de la consommation annuelle d'électricité dans le monde. Il pourrait y avoir des lunes en orbite autour d'autres lunes, mais les astronomes ne se sont pas encore mis d'accord sur cette théorie. Les planètes orbitent autour des étoiles, les lunes orbitent autour des planètes. Mais pourquoi ne peut-il y avoir des lunes de lune, aussi appelées sous-satellites ou sous-lunes ? Des chercheurs affirment que les lunes de lune pourraient exister, mais la lune haute doit être suffisamment massive et la lune de lune suffisamment petite. Il doit aussi y avoir une grande distance entre ces lunes et la planète haute. Jupiter est la planète la plus massive du système solaire. Cela signifie que sa gravité est aussi la plus élevée. Elle est 2,5 fois plus importante que celle que nous avons sur notre planète.
Un jour, la gravité de la géante gazeuse a même détruit une grande comète appelée Shoemaker-Levy 9. Puis, la planète a goulûment avalé les débris de l'ancienne comète. Si tu te tenais sur l'équateur de Mars, la température à tes pieds serait comme celle d'une chaude journée de printemps, mais ta tête serait littéralement gelée. Perdues dans l'espace et dérivant à travers les galaxies, les planètes vagabondes ont un jour été projetées loin de leurs étoiles mères. Mais l'une d'entre elles, qui flotte à 200 années-lumière de la Terre, est différente des autres. C'est un objet de la taille d'une planète, avec un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Ce champ est si puissant qu'il génère des aurores clignotantes incessantes dans l'espace de celle-ci. Europe est l'une des plus grandes lunes de Jupiter, même si elle est plus petite que la lune de la Terre. Mais ce qui est étonnant avec ce satellite de la géante gazeuse, c'est qu'il est recouvert de glace. Et une partie de cette glace est lisse, ce qui signifie que tu pourrais y patiner. Et un triple axel d'1 mètre que tu peux effectuer sur notre planète te propulserait à 7 mètres dans les airs. En même temps, la vitesse d'atterrissage sur Europe serait la même que sur la Terre. Haumea, une planète naine en orbite dans la ceinture de Kuiper, a une forme allongée plutôt bizarre, ainsi que 2 lunes. La journée sur cette planète dure 4 heures, ce qui en fait le corps céleste de grande taille qui tourne le plus vite dans le système solaire. Mais la chose la plus mystérieuse à propos d'Haumea est que la planète est entourée d'un mince anneau de 64 km de large. Les astronomes n'ont pas réussi à comprendre comment ou pourquoi il est apparu autour de la planète naine. 11 terres pourraient tenir sur l'équateur de Jupiter, et si notre planète avait la taille d'un raisin, la géante gazeuse serait aussi grande qu'un ballon de basket. 9 vaisseaux spatiaux ont déjà visité Jupiter. 7 d'entre eux ont simplement survolé la planète et 2 se sont mis en orbite autour de l'énorme planète. Le plus récent d'entre eux, Juno, est arrivé au-dessus de Jupiter en 2016. Les cratères du pôle sud de la Lune sont probablement la zone la plus glaciale de tout le système solaire. Le sol des cratères est toujours dans l'ombre. C'est pourquoi la température n'y dépasse jamais moins 238 degrés Celsius, même pendant la journée. Si tu décidais de prendre un avion pour te rendre sur Pluton, ton voyage durerait environ 800 ans. Tu trouveras la plus haute montagne du système solaire sur un astéroïde appelé Vesta. Son sommet s'élève à 22,5 km de la base de la montagne. Cela rend Rhea Silvia, c'est ainsi que s'appelle la montagne, presque 3 fois plus haute que l'Everest. Les anneaux de Saturne n'ont pas été découverts en une seule fois, cela s'est fait progressivement. C'est pourquoi ils ont été nommés par ordre alphabétique dans l'ordre où les scientifiques les ont trouvés. Ils se nomment donc D, C, B, A, F, G et E. Une journée sur Vénus dure environ 243 jours terrestres, mais la mauvaise nouvelle est que tu devras attendre le week-end pendant 3 ans. Tout cela parce qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Un phénomène solaire appelé événement terminateur a eu lieu à l'équateur du Soleil. Des collisions désastreuses de champs magnétiques semblent provoquer de gigantesques tsunamis jumeaux de plasma. Ces tsunamis déchirent la surface de l'étoile, se déplaçant à une vitesse de 300 mètres par seconde. Ils peuvent durer des semaines d'affilée et se produisent presque toutes les décennies. Les vents sur Neptune sont les plus rapides de notre système solaire. La plupart d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 2600 km/h. Presque n'importe laquelle de ces énormes tempêtes pourrait facilement avaler notre planète entière. La 18e étoile la plus brillante du ciel nocturne, Formal O, offre un spectacle terrifiant. Elle est surnommée l'œil de Sauron, car un anneau de poussière et de débris qui l'entoure lui donne l'apparence d'un œil géant qui sonde les profondeurs de ton âme. L'étoile intimidante a plus de 2 fois la masse de notre Soleil et se trouve à 25 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas si loin si l'on considère les distances dans l'espace. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de la planète vont détruire Phobos. Cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de Mars. Chaque année, un astéroïde de la taille d'une voiture entre dans l'atmosphère de notre planète. Un tel intrus pourrait rayer une petite ville de la surface de la Terre. La poussière et la fumée s'élèveraient dans l'atmosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la surface de la planète. Cela ferait chuter les températures dans le monde entier et le climat changerait radicalement. Heureusement, de tels astéroïdes brûlent dans l'atmosphère avant même de s'approcher de la surface. Le signal radio produit par un vaisseau spatial lorsqu'il entre en contact avec la Terre est moins puissant qu'une ampoule électrique dans ton réfrigérateur. Lorsque ce signal atteint notre planète, sa puissance n'est plus que d'un milliardième de watt. Pas étonnant que les antennes qui recueillent ces signaux super faibles soient énormes.
Le Deep Space Network, qui détecte les signaux des vaisseaux spatiaux, a des antennes paraboliques qui mesurent jusqu'à 70 mètres de large, soit plus que la largeur d'un terrain de foot. En 1999, la NASA a perdu un orbiteur de Mars parce qu'une équipe d'ingénieurs utilisait le système métrique, tandis qu'une autre faisait des calculs à l'aide du système impérial. Les nébuleuses sont de gigantesques nuages de gaz et de poussière. Avec le temps, la gravité commence à tirer ces amas de poussière et de gaz ensemble. Ils deviennent de plus en plus grands et leur gravité augmente. Un jour, la masse d'une nébuleuse devient si importante qu'elle s'effondre sous sa propre gravité et forme une nouvelle étoile. À environ 4000 années-lumière, dans la constellation du Scorpion, se trouve la nébuleuse du Papillon. Son envergure est supérieure à 3 années-lumière, et la structure à l'intérieur de la nébuleuse est l'une des plus compliquées jamais observées. L'étoile centrale de la nébuleuse, une naine blanche, est chauffée à une température folle de 250 000 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle a été formée à partir d'une autre étoile énorme, probablement plus de 5 fois la taille de notre Soleil. La naine blanche est entourée d'un épais disque de poussière et de gaz à l'équateur. C'est probablement ce qui fait que toute la structure ressemble à un sablier ou à un papillon. Si tu décidais de regrouper tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale ne dépasserait même pas 10% de la masse de notre Lune. Un nuage de vapeur d'eau flotte dans l'espace. Il entoure un trou noir supermassif à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Le nuage contient 140 000 milliards de fois le volume total d'eau sur notre planète. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau est apparu seulement 1,6 milliard d'années plus tard que l'univers lui-même. Les objets les plus denses de l'espace sont les étoiles à neutrons. Elles ont la taille d'une petite ville et pourtant leur masse est environ 1,4 fois celle de notre Soleil. Une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Et la gravité d'une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité de notre planète. En 1993, la sonde Galileo est passée devant un astéroïde miniature. Il ne faisait pas plus de 32 km de diamètre. Et pourtant, cette petite chose avait une lune de 1,5 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tonnes de lunes en orbite autour de planètes mineures dans le système solaire. Nous vivons techniquement à l'intérieur du Soleil. L'atmosphère de l'étoile s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à sa portée. C'est ainsi que les rafales du vent solaire créent des phénomènes aussi époustouflants que les aurores boréales et australes. Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il ? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non ? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements, mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout, on ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci,
car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites autour de leurs nouveaux centres galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjecté beaucoup plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années, donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluies de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années. Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ces anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir? Il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implants cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planète surpeuplée, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde. Et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité. Peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge,
le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter. À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre. Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années, et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer éternellement. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toute voix s'évanouir. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées au mur, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement.
La découverte des étoiles variables Céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles.
Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Vega, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alpheratz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du Grand Carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les deux seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiées il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus,
Ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace. Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causée par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée, et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles ? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller.
Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae, qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. Imagine un ballon de basket qui tourne sur ton doigt. Un point situé près du milieu du ballon mettra plus de temps à revenir à son point de départ que le point précis où se trouve ton doigt. La Terre tourne à peu près de la même façon. Les gens qui habitent au centre de l'Afrique tournent à 1600 km/h pendant que la planète tourne, tandis que ceux qui se trouvent au pôle sud ne bougent pas vraiment, si ce n'est en tournant sur place. En même temps, nous avançons tous dans l'espace à la même vitesse, car la planète tourne aussi autour du Soleil à 108 000 km/h. La température à la limite du noyau interne et externe de notre planète est de 6000 degrés Celsius. C'est aussi chaud que la surface du Soleil, et la pression qui y règne est 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture, c'est tout de même un événement. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, c'est seulement le deuxième à tourner autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Mais il ne restera pas longtemps avec la Terre. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et s'éloigne lentement. Les objets temporairement capturés, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou volent dans une autre direction. Le mouvement des galaxies et des amas situés à des milliards d'années-lumière de nous suggère qu'il y a un corps extrêmement massif en dehors de l'univers visible. Dans des milliards d'années, l'expansion de l'univers rendra l'espace si peu dense que nous ne pourrons plus du tout voir les étoiles dans le ciel. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a la forme d'un œuf. De plus, le centre de gravité de notre satellite se trouve à un peu plus d'1 kilomètre de son centre géométrique. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle on pense. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui donne à la planète une teinte orange semblable à celle du smog. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules d'air. C'est pourquoi nous sommes capables d'entendre les sons. D'autres planètes et lunes permettent aussi aux sons de voyager à travers des milieux comme leurs atmosphères et leurs océans. Dans l'espace, cependant, on dit qu'il n'y a pas de son, car il n'y a pas de molécules pour vibrer et émettre des ondes sonores. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas juste un vide dépourvu de tout. Entre le vide, il y a des nuages de gaz et d'autres particules parasites. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, les ondes sonores peuvent être possibles. Les astronomes savent avec certitude que l'univers grossit. Et la vitesse à laquelle il gonfle ne cesse d'augmenter. Mais si l'ensemble s'agrandit, c'est qu'il doit y avoir une sorte de bord, n'est-ce pas? Il est peu probable que les gens le découvrent un jour, mais si c'est le cas, alors qu'est-ce que ce serait? Un énorme mur de briques et puis plus rien? Un abîme qui ne mène nulle part? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de bord. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Une autre théorie est encore plus difficile à appréhender. L'univers est infini. Et notre partie de celui-ci n'est pas si unique. Cela signifie que quelque part là-bas, il y a un autre toi, ou plutôt d'autres versions de toi. L'un d'eux est juste un peu plus petit. L'autre a une coiffure différente. Le troisième est identique à toi de toutes les manières possibles. Il existe aussi une théorie sur un multi-univers qui se compose de nombreux univers plus petits. Et l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'une minuscule bulle parmi d'autres bulles similaires.
Les scientifiques qui soutiennent cette idée sont également certains que les univers bulles peuvent entrer en contact les uns avec les autres. La gravité commence alors à circuler entre eux, et lorsque 2 ou 3 univers se connectent, un Big Bang se produit, tout comme celui qui a créé notre univers. Neptune est l'endroit le plus venteux du système solaire. Des nuages de méthane gelé sont fouettés sur la planète à une vitesse de 1900 km/h. Le noyau de Neptune est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois plus importante que celle de la Terre. La température à l'intérieur atteint 5000 degrés Celsius. Les astronomes pensent aussi qu'à une profondeur de 7000 km, il pourrait y avoir une couche de diamants où il pleut des cristaux de diamants. Sur Terre, les gens sont habitués à un magnifique coucher de soleil dans des teintes d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel normalement rouge-rosé devient bleu lorsque le soleil descend sous l'horizon. C'est parce que Mars est beaucoup plus éloigné du soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du soleil moins intense. La fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et se débarrasse des couleurs plus chaudes que tu vois généralement sur Terre. Mais qu'ils soient bleus ou jaunes, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Avec environ un quart de la taille de la Terre, la Lune est plutôt énorme par rapport aux autres satellites dans l'espace. Il n'y a rien de comparable à cette situation ailleurs dans le système solaire. Pluton a une Lune qui est presque 2 fois plus grosse que lui. Mais c'est plus une jumelle qu'un satellite. Il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire, et celle de la Terre est la 5e plus grande de toutes. Il pourrait y avoir un labyrinthe de tubes de lave sur la Lune. Il n'y a pas longtemps, les astronomes ont étudié les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une grotte massive sous la surface du satellite. Longue d'environ 50 km et large de 100 km, la grotte est probablement le résultat d'une activité volcanique vieille de 3 milliards d'années. Après avoir durci, les courants de lave ont créé une épaisse croûte dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué à couler, faisant fondre la roche et formant des tunnels et des grottes. Les innombrables fosses à la surface de la Lune découvertes par la NASA pourraient être les ouvertures de ces tubes de lave. On ne peut pas déterrer la majorité de l'or de la Terre. 99% de cet or a fini au centre de la planète il y a plusieurs milliards d'années, attiré par le fer du noyau terrestre. On parle ici de 1,6 quadrillion de tonnes d'or. C'est assez pour recouvrir la surface entière de la planète de 50 cm d'or. Et si toutes ces météorites ne s'étaient pas écrasées sur le sol en apportant des quantités supplémentaires d'or, ils seraient encore plus rares. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un énorme blob d'une substance mystérieuse. Il était caché sous la surface de la face cachée de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus grand que la grande île d'Hawaï. L'objet énigmatique se trouve à près de 300 km sous un énorme cratère qui est apparu sur la surface lunaire il y a des milliards d'années. Le blob a probablement quelque chose à voir avec une super collision. Il pourrait s'agir du noyau métallique de l'objet qui a frappé la Lune à l'époque. Les scientifiques ont hâte de mettre la main sur cette découverte. Elle pourrait expliquer beaucoup de choses sur le bassin pôle sud Aitken, le plus grand connu dans le système solaire. S'il se trouvait sur Terre, il s'étendrait de Washington jusqu'au Texas. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant simplement dans l'espace autour d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été trouvées dans tout l'univers, mais elles ne sont pas si courantes. Ce réservoir particulier contient environ 140 trillions de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est l'une des choses les plus anciennes, les plus grandes et, à plus de 12 milliards d'années-lumière, l'une des plus lointaines connues de l'humanité. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire chaque mois. Pour éviter cela, ils doivent faire des exercices 2 heures par jour. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles se déplacent l'une vers l'autre à une vitesse vertigineuse. Lorsque les 2 galaxies entreront en collision, elles formeront une énorme galaxie elliptique. As-tu déjà regardé le ciel nocturne et essayé de compter toutes les étoiles ? Bonne chance. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Mais d'autres estimations situent ce chiffre à plus de 200 milliards. Car calculer la quantité exacte est une tâche presque impossible, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il compte au moins 1 milliard de trillions d'étoiles, soit un 1 avec 21 zéros derrière.
À titre de comparaison, cela signifie qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre.